Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Alors aujourd'hui on va faire de la réaction à chaud sur de l'actualité via Twitter. Parce que l'actualité est tellement riche aujourd'hui d'un certain nombre d'événements et d'un certain nombre de faits qu'il est difficile de choisir un sujet plutôt qu'un autre. En ce qui me concerne aujourd'hui, il n'y a pas d'événement particulier, si ce n'est en effet les interrogations concernant l'évolution de la Covid, avec ce qui se passe en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Autriche. En Autriche, on a appris aujourd'hui que l'armée et la police a annoncé qu'elles ne voulaient pas être complices de ce genre de politique. Alors on va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va être suffisant pour faire pression sur l'autorité pour que celle-ci change d'avis? Et puis en France, j'ai envie de dire en France, de toute façon, je pense que on sait pertinemment que à chaque fois qu'ils nous annoncent on ne veut pas faire ceci, on ne veut pas en venir à cela, etc., ça veut dire qu'on peut prendre cette affirmation et l'inverser en positif pour être sûr que de toute façon, c'est ce qu'ils ont l'intention de faire. Donc, nous suivrons un petit peu l'évolution des choses. Le fait est, c'est qu'en effet, les chiffres aujourd'hui vont complètement à contrarie des propos et des affirmations qu'on a pu entendre concernant les vaccinations, etc. Force est de constater que les vaccins, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte qu'en effet, peut-être que ça a protégé d'une forme grave, mais en réalité, ça ne permet pas de lutter contre la pandémie, puisque le virus continue à circuler, puisque des variants continuent à se développer, et qu'on s'attend évidemment à un hiver relativement rude. Et si, je vais terminer juste rapidement là-dessus, et si on fait le comparatif entre l'évolution des contaminations et des décès, on se rend compte que les décès rentrent parfaitement dans ce que l'on commence déjà à lire dans certains rapports, c'est que près de 90% des décès sont dus à des personnes, concernent des personnes qui avaient malheureusement déjà des comorbidités ou des maladies ou des pathologies particulières extrêmement fragiles, conscientes ou inconscientes, puisque, je le rappelle, aujourd'hui, si en effet on est en train de voir une multitude de sportifs victimes de crise cardiaque ou de décédés, j'ai envie de dire, sportif de haut niveau, ça veut dire quoi, sportif de haut niveau? Je pense que si vous êtes un tant soit peu concerné, penché sur la question des compétitions sportives de haut niveau, je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer que certains sportifs font des résultats pas seulement sur leur capacité physique ou leur bonne forme physique. Cocktail, vous voyez ce que je veux dire? Donc, prudence avec ce genre d'informations, et le problème c'est que, alors, surtout sur Telegram, on voit de plus en plus de gens qui sont en train de rendre compte de crises cardiaques, etc. Sauf que le problème c'est que annoncer comme ça de brut en blanc des crises cardiaques qui ont lieu un petit peu partout, après vaccination, après 2 mois, 3 mois, 5 mois de la vaccination, etc. Attention, je ne dis pas que c'est pas la cause, mais ce qui serait intéressant, c'est de mettre en perspective sur la moyenne des crises cardiaques avant la pandémie, pour se donner véritablement un niveau. Alors, moi, personnellement, j'ai pas eu le temps de chercher ces données-là et de faire un comparatif pour savoir si oui ou non, est-ce qu'on a une recrudescence ou une évolution par rapport à une moyenne des crises cardiaques en temps normal sans pandémie. Là-dessus, je ne peux pas me prononcer, je ne peux pas vous dire si en effet il y a plus de crises cardiaques ou non, même si en effet sur les réseaux sociaux on entend des professionnels de santé dire qu'il y a une recrudescence importante de crises cardiaques, de problèmes de santé, de myocardie, etc. Voilà, donc pour l'instant, je dirais que personnellement, je ne peux pas trop me prononcer là-dessus parce que je n'ai pas consulté les données comparatives sur différentes sources pour vous donner une opinion ou un avis. Donc je laisse en effet la porte ouverte au fait que ça peut avoir une incidence, ça peut être la conséquence des vaccins, mais attention, toute proportion gardée, restons prudents, ne tombons pas dans le catastrophisme, restons quand même prudents sur la façon dont les données nous sont présentées, parce que, pareil, si d'un côté, en effet, on a des gens qui essaient de nous manipuler, de nous
comment dire, de nous tromper, de nous trahir sur la réalité de fait. Il faut savoir que parmi les gens qui essaient de dénoncer dénoncer les mensonges, etc., on a aussi des gens qui font aussi de l'idéologie, hein, et donc ils se servent des mêmes outils. Donc, raison gardée, restons prudents. Je le répète, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça ne veut pas dire que ça existe dans la façon dont les gens ou un certain nombre de personnes le présentent ou l'emballent, hein. Le terme emballé me semble dans le type emballage, hein, vous savez, comme un paquet cadeau, le présente. Ça ne veut pas dire, et là-dessus j'ai toujours été très clair, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le garder sous le coude, le garder en option pour ensuite l'entrecroiser avec d'autres informations, avec d'autres données, pour y voir un petit peu plus clair sur cette réalité de fait. Pour commencer, petite affirmation lors d'une interview de notre chère écologiste Sandrine Rousseau. Oui, mais c'est parce que je pense que là-dessus, sur sécurité et immigration, mais comme sur plein d'autres sujets, c'est vraiment, on s'est fait complètement laminer sur une forme de bataille culturelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire, et je vais le dire aujourd'hui, et je suis sûre que ça suscitera des réactions, oui, je suis pour l'immigration. Oui, je suis pour l'accueil des personnes immigrées en France. Et oui, je suis pour leur naturalisation et le fait qu'elles deviennent françaises. On n'a plus le droit de dire qu'on est pour l'impôt. Or, pardon ? Pour plus d'impôts, bien sûr. Moi, je veux pas de condescendance. Je veux que Fatima Ouessa, qu'elle soit à l'Assemblée, quoi. Je veux que ce soit elle qui vienne. Et je veux que ce soit elle qui parle des quartiers populaires. Et je veux que ce soit elle qui amène avec elle les personnes qui la suivent. Moi, je veux que, voilà, je veux que ces personnes-là aient une voix. Alors, trois sujets qui sont abordés par Sandrine Rousseau. Alors, l'immigration. Elle veut plus d'immigration. Alors, l'immigration, lutter contre l'immigration, en effet, c'est un propos un petit peu facile et je dirais très, comment dire, très emballé pour servir et l'intérêt de séduire un électorat. En ce qui concerne l'immigration, il y en aura toujours. Il y en a toujours eu. Il y a toujours eu des déplacements de population pour des raisons économiques, pour des raisons culturelles, pour des raisons de danger ou de péril dans leur pays d'origine. Donc, ce qui est très amusant, c'est Sandrine Rousseau. Elle joue sur l'aspect évidemment très émotionnel de « moi je suis pour l'immigration ». Elle parle des impôts. Oui, il faut plus d'impôts. Plus d'impôts. Alors, en effet, il faut plus d'impôts, forcément. Pour pouvoir satisfaire et financer les délires écologistes en tant qu'écologiste, eh ben, il faut plus d'impôts. Hein? Normal. Sauf que le plus d'impôts, chère madame, sur qui vous allez le mettre? Parce que vous n'allez pas pouvoir taper à la fois les pauvres et taper les riches. Parce que les riches, eux, si vous les tapez, bah, ils vont finir par partir à l'étranger. Vous n'aurez plus suffisamment de riches pour pouvoir boucher les trous dans les caisses. Donc vous allez taper quoi? La classe moyenne. Et donc pour revenir à l'immigration, là où par contre Sandrine Rousseau fait un péché, je dirais, idéologique, c'est qu'elle détourne en réalité le vrai sujet de l'immigration. C'est que nous ne sommes pas contre l'immigration. Nous sommes pour une régulation de l'immigration. C'est-à-dire faire en sorte de passer d'un modèle d'immigration contrôlée, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de mettre en place des institutions, des administrations, des procédures, etc., de telle manière à ce que chaque individu qui rentre sur le territoire français, on puisse avoir une traçabilité de où il vient, qu'est-ce qu'il y a fait, etc., pour ensuite juger s'il est bon ou mauvais de l'accueillir. On peut l'accueillir, mais attention, on va le surveiller parce qu'il y a des doutes sur ses activités, etc. Sauf que malheureusement aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas puisque, évidemment, nous accueillons des migrants, même nous avons des illégaux sur notre territoire, dont on ne sait absolument rien. On a eu même des exemples de certains de ces émigrés illégaux qu'on a voulu renvoyer dans leur pays, et on s'est rendu compte qu'en réalité, le pays qu'ils avaient déclaré n'était pas celui d'où ils venaient. Et on s'en est rendu compte parce qu'ils parlaient en arabe avec un accent qui n'était pas un arabe algérien,
mais qui était un arabe plutôt syrien. Comment se fait-il que dans nos institutions, nous n'ayons pas des services qui puissent justement déterminer l'origine des personnes par des traducteurs qui ont la capacité de nous dire « Attendez, il dit qu'il est algérien, mais là, son arabe, c'est pas un arabe algérien, c'est un arabe plutôt libanais ou irakien. » Donc vous voyez, c'est tout, ça c'est un petit détail, mais c'est tous ces aspects-là, c'est-à-dire faire ou renforcer la régulation de l'immigration. Mais il n'a jamais été question d'arrêter l'immigration. Ceux qui vous disent il faut stopper l'immigration sont des utopistes. Parce que l'immigration, on en aura toujours un petit peu besoin. Mais on en aura besoin à partir du moment où on accueille une immigration qui sera prête à accepter la société, à s'intégrer à la société française, à s'assimiler à la société française, etc. Or, malheureusement, nous accueillons souvent des immigrés qui n'ont nullement l'intention de respecter les lois de la République et qui ont plutôt tendance à profiter de la liberté qu'on leur donne de jouir de certaines libertés pour pouvoir imposer leur façon de voir, leur tradition, leur façon de considérer leur vie dans une société laïque, progressiste, mais eux veulent défendre des idées conservatrices, archaïques, féodales. Donc voilà, le problème de Madame Rousseau, c'est qu'elle fait un discours complaisant, elle fait un discours de séduction, mais qui n'est absolument pas réaliste, je dirais même qui est complètement utopique. Autre information en lien d'un document que je vous ai mis dans une précédente vidéo et que je remettrai dans les commentaires, c'est un document qui vient de Pfizer, c'est un document qui fait un rapport, tellement un rapport, c'est une sorte de compte-rendu sur l'évolution des essais cliniques concernant le Pfizer sur les 5-12 ans. Et il est vrai que dans ce document, la FDA a été informée que finalement Pfizer est dans l'incapacité de donner des résultats probants pour démontrer si la vaccination pour les 5-12 ans n'a pas de risque notoire sur des problèmes cardiaques, de myocardie ou de péricardie. Et pour justifier la chose, la FDA vient d'ordonner à Pfizer de faire plus d'études sur les effets secondaires de leur vaccin Covid sur le cœur des enfants. Ils ont ordonné que ces études se poursuivent jusqu'en 2027. Fin de l'étude, 31 décembre 2026. Donc vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais sur ma précédente vidéo sur les protocoles normaux de tests, d'analyse, d'études, de produits pharmaceutiques, de traitements, c'est qu'il faut du temps. Il faut du temps pour faire tous les tests, toutes les expériences, toutes les études, les analyses de données sur des échantillons randomisés, sur différentes pathologies, sur différentes origines, sur différents types de personnes, etc., pour pouvoir dégager des données qui soient au moins à 70-80% crédibles et permettent d'avoir une vision bénéfice-risque d'un traitement pour juger si oui ou non est-ce qu'on peut le mettre sur le marché avec toutes les précautions d'usage. Précautions d'usage, c'est-à-dire soit c'est un médicament ou un traitement qui peut être obtenu sur ordonnance ou non, suivant le type de procédé, suivant le type de processus, suivant le type d'utilisation, eh bien, suivant les niveaux, les contraintes, les recommandations, eh bien, c'est des médicaments que vous pouvez acheter en libre service ou que vous ne pouvez pas acheter autrement que par une ordonnance, voire certains médicaments ou certains traitements qui sont qui ont un certain nombre de contraintes, et dans ce cas-là, un spécialiste, un médecin, un chirurgien, ou quiconque avec une compétence médicale, vous dira, voilà, moi, pour votre problème, je vous propose un traitement, mais attention, voilà, je vous informe des risques, etc. On va mettre en place un protocole pour vous concernant, afin d'avoir un suivi, et le cas échéant, si jamais vous avez des effets secondaires qui commencent à s'aggraver, que tout de suite on puisse réagir, ce que malheureusement
n'est pas fait pour les vaccins, puisqu'on on prend une sécurité de 15 à 30 minutes après l'administration du vaccin sur les personnes, et suivant leur pathologie, suivant leurs allergies, etc., eh bien on les garde pendant 15 ou 30 minutes après la vaccination, et après, voilà, vous rentrez chez vous, puis si jamais vous avez un mal de crâne, etc., vous prenez 2 Doliprane, et puis voilà. Enfin, on va pas revenir sur le sujet, c'est assez délicat. Et donc, finalement, ça fout quand même un peu le bordel, parce que là, vous avez quand même 2 informations, et là, c'est pas de la fake news. C'est que, Pfizer aujourd'hui, eh bien, se planque derrière le protocole, se planque derrière la procédure, pour dire, nous, on vous prévient que notre produit, si vous voulez l'utiliser sur les 5-12 ans, ça sera sous votre responsabilité, et pas la nôtre. Parce que la nôtre, voilà, nous on a un rapport, voilà ce qu'on dit dans le rapport. Donc vous êtes prévenus, vous êtes avertis. Nous on vous dit, ça peut fonctionner sur les gamins entre 5 et 12 ans, mais en ce qui concerne les risques de myocardie, de périocardie ou de conséquences cardiaques, etc., nous, il nous faut plus de temps pour vous dire si oui ou non, quelle est la capacité, quelle est la proportion de risque par rapport aux bénéfices. Et donc finalement, ce sont les organismes de santé qui vont prendre la décision sur la base d'un rapport qui dit on n'en sait rien. Autre information et non des moindres, peut-être que vous avez vu passer cette info, IELS. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, c'est le petit Robert. Le petit Robert, le dictionnaire Robert, qui a intégré le pronom non-genré. Eh oui, le pronom non-genré. IEL ou IELS est la contraction de il et elle au singulier et au pluriel. Et voilà comment le petit Robert nous fait son wokisme, lui aussi, sur le pronom non-genré. Alors évidemment, Solomon, ministre de l'Éducation, secoue un petit peu secoue un petit peu les puces, parce que qui a décrété, qui a annoncé officiellement, l'Académie française a-t-elle validé cette apparition, on va dire, d'un pronom supplémentaire. Vous imaginez que déjà, on a une étude récente qui a déterminé que les gamins, presque la moitié des gamins qui sortaient de 6e, ne savaient pas correctement lire et écrire. Alors si en plus vous rajoutez des pronoms genrés qui vont être enseignés, ou peut-être seront enseignés par l'éducation nationale, quoique là pour l'instant c'est pas le cas, mais allez savoir si vous n'allez pas avoir dans l'éducation nationale des professeurs qui sont déjà conditionnés au progressisme, au mouvement LGBT, non-genré, etc., qui vont commencer à s'amuser à enseigner aux gamins le pronom yells ou yell. Enfin, là, ça devient débile. C'est grave. C'est très grave. Orelsan, ou Orelsan, je ne sais pas comment on le prononce, c'est ce fameux artiste français qui est aujourd'hui peut-être considéré comme l'un des artistes dans le rap français le plus vendeur, le plus reconnu, on va dire, par ses pairs. Eh bien, Orelsan vient de sortir un clip avec un titre où on a l'impression que M. Orelsan est en train de devenir un complotiste. Dans son clip, dans la chanson même, alors son clip présente des images qui sont faites des extraits de vidéos des gilets jaunes, des manifestations, des images de contestation, des images violentes, voire même de répression. Et sur ce titre, il dit « Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué, ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée. La confiance est morte en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne? La peur et l'anxiété, c'est l'odeur de l'essence. » La date de sortie de ce titre, l'odeur de l'essence, n'est pas anodine. Le 17 novembre marque en effet le 3e anniversaire des mouvements de contestation populaire des Gilets jaunes, dont certains extraits vidéo de la manifestation sont utilisés dans le clip. Si le président remporte la moitié des voix, c'est que les deux tiers de la France en voulaient pas.
Alors que la pré-campagne électorale pour 2022 bat son plein, Orelsan évoque plusieurs thèmes dans le morceau, la politique, la haine, les médias, les violences policières. Alors, je ne suis pas particulièrement fan d'Orelsan, je dirais même qu'à la limite le rap, il y en a quelques-uns américains ou quelques-uns français que j'aime bien, mais d'une manière générale, le problème du rap, c'est que c'est quand même un genre musical qui a été un petit peu détourné de son origine. L'origine du rap, je rappelle, est aux États-Unis, dans les milieux des ghettos noirs américains, pardon. Même si le rap découle lui-même de genres qui trouvent des origines, pas forcément dans le hip-hop, mais plutôt dans la... je ne sais plus exactement dans quel genre, etc. Mais ça bon, de toute façon, les rappeurs français n'ont fait que réadapter en fait le rap américain qui est arrivé à la fin des années 70 en France, peut-être un petit peu plus tôt, si certains s'y connaissent. Enfin, personnellement, je ne suis pas particulièrement fan de rap, comme je vous l'ai dit, mais mis à part quelques artistes ou quelques morceaux de certains artistes, pas tout, que j'apprécie pour à la fois leur texte et leur mélodie, leur rythmique, etc. Mais là, Orelsan, j'ai l'impression qu'en réalité, il surfe sur une tendance. Sur la tendance qu'en effet, il y a un ras-le-bol, il y a une perte de confiance considérable de la part de beaucoup de Français vis-à-vis, pas seulement des politiciens, mais envers les institutions elles-mêmes. Institutions corrompues, institutions vérolées, institutions pour lesquelles on se rend compte que de moins en moins de Français ont de l'affection pour ces institutions. Donc c'est assez amusant de voir finalement Orelsan revenir peut-être à une origine du rap, parce qu'en effet dans le rap il y a souvent eu des artistes qui se sont amusés à dénoncer la politique, à dénoncer la société, à dénoncer les injustices sociales, injustices raciales, etc. Plus ou moins avec talent, pour certains cas, dans d'autres c'était plus ou moins facile, assez vulgaire, voire généraliste, pour même, on peut le dire, être pas victime, mais sur lequel on peut faire très honnêtement et très sincèrement un procès d'incitation à la haine, hein, clairement. Donc voilà, est-ce que ça va réagir sur la sphère du web par rapport à ce clip? Néanmoins, ce clip reste quand même assez... alors je vous mettrai le lien en description. À vous de juger, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires si vous connaissez le personnage, ce que vous en pensez. Moi personnellement j'en pense rien, mais je pense que c'est important quand même de signaler que cet artiste semble vouloir mettre en avant finalement une situation qui est beaucoup plus chaotique et dramatique que ce que certains médias veulent bien en dire. Alors, rebolote, on nous refait le coup des projecteurs sur des militants d'extrême droite. Deux militants de la mouvance ultra-droite qui appelaient à des actions violentes ont été interpellés hier, l'un à Montauban, en Tarn-et-Garonne, et l'autre en Gironde, puis placés en garde à vue. Ces hommes repérés sur une messagerie cryptée ont été interpellés par la Direction générale de la sécurité intérieure. Des dizaines d'armes de toutes sortes ainsi que du matériel entrant dans la composition d'explosifs ont été découverts lors de perquisitions. Là encore, j'ai envie de dire oui, sur une proportion de 1000 personnes partageant les idées d'extrême droite, vous trouverez toujours des tarés. C'est-à-dire des gens qui vont prendre un certain nombre d'idéologies et vont s'y conforter de façon parfois extrême, vont adopter les idées de survivalistes, mais en portant l'accent beaucoup plus sur les moyens de défense. Donc, acheter des armes. Comment acheter des armes en France quand on sait que c'est extrêmement réglementé, si ce n'est acheter des armes finalement dans l'illégalité. C'est partager des idées extrémistes et les exprimer sur des réseaux sociaux, plus particulièrement des réseaux non contrôlés, non surveillés, où il n'y a quasiment pas de modération, et évidemment c'est la porte ouverte à tous les propos
stupide, idiot, ridicule, infantile, immature, irresponsable. Alors forcément, si vous vous grattez un petit peu et que vous voulez trouver des individus pour mettre les projecteurs dessus, pour dire « Ah, regardez, l'extrême droite, elle prépare des attentats, c'est eux les méchants et tout », oui, sauf que le problème, c'est que si on fait un comparatif sur les 10 dernières années des actions d'attentats terroristes d'extrême droite et d'autres types d'attentats d'autres origines, est-ce qu'il y a besoin de faire une courbe pour faire la démonstration? Puis là encore, vous savez, c'est toujours aussi le problème, c'est de savoir l'intention peut-elle mener à l'action? Combien de fois nous avons entendu des gens dire des choses en disant de l'extrême, alors qu'en réalité, le jour où vous allez les mettre dans la situation, ben vous allez vous rendre compte qu'ils vont se dégonfler. Tout simplement parce que nous avons généré des générations, comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que j'insiste bien sur infantilisation et immature, des individus qui balancent comme ça des propos sans réfléchir. Vous savez, c'est un peu cet exemple de quelqu'un très véhément, très violent, etc., et qui veut dire « je vais te tuer, je vais te tuer ». Et vous dites « ok, tiens, voilà, un flingue, il est chargé, vas-y, tire ». Et là, vous allez vous rendre compte que la personne, eh ben, en fait, elle n'a pas le courage de ses ambitions. Elle n'a pas le courage de ses propos. Parce qu'il est toujours facile d'affirmer, mais il est plus difficile d'entrer dans l'action. Il est plus difficile d'engager sa responsabilité dans un prolongement idéologique. C'est pour ça que ça rejoint un petit peu le problème. Tous des gens qui disent oui, ça va péter, il va y avoir une révolution, etc. Mais oui, c'est toujours facile quand on parle des autres. Mais les autres, sont-ils minoritaires ou majoritaires un jour à prendre le taureau par les cornes et d'aller là où il faut aller par rapport à cette conviction de croire que ce que l'on a dit, on est capable de le faire. Et ça, je pense que c'est un sujet de débat très intéressant, qu'on retrouve d'ailleurs chez certains philosophes. C'est la capacité de l'individu de se convaincre d'être, mais que lorsqu'il se retrouve dans une situation où là, il est obligé de prouver ou de démontrer qu'il n'est pas uniquement que l'affirmation, mais qu'il est également de l'action, bah, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a une différence. Ça rejoint un petit peu la petite anecdote que je vous avais expliquée sur le problème des grèves. J'avais plein de collègues qui disent oui, il faut faire grève, c'est inadmissible et machin. Ok, on lance un préavis, mais par contre, il faut que vous fassiez grève. Ah ouais, mais bon, attends, parce que moi, si machin il fait pas grève, moi je vais pas être tout seul, etc. C'est-à-dire que dans le propos, j'avais les 2/3 du personnel qui voulaient une grève, mais le moment où il fallait la faire, bah, ils voulaient que ce soit les autres qui le fassent à leur place. Voilà, c'est-à-dire c'est le problème de l'engagement. C'est-à-dire que cette notion d'engagement dans l'action, tout d'un coup, va départager très clairement ceux qui ont la conviction, mais aussi la motivation, l'ambition et le courage de ceux qui affirment, sans prendre conscience, que tôt ou tard, leur affirmation, il va falloir faire la démonstration de la conviction, de l'opinion qui a poussé à faire cette affirmation. Et ça, malheureusement, force est de constater qu'on est très souvent déçu de l'orientation, de la décision et du choix de certaines personnes. Ce qui est encore plus vrai dans la société américaine, où vous avez énormément de gens qui disent beaucoup de choses, mais le jour où vous les mettez devant la réalité, dans l'action, voire même dans leur contradiction, et bien vous vous rendez compte qu'il n'y a plus personne. C'est ballon de baudruche qui se dégonfle. Donc vous comprenez que
Là, on a appris que le fameux personnage, avec sa tête de bison et son visage peinturluré le 6 janvier dans le Capitole, a été condamné à 3 ans de prison. C'est le très bel exemple, ce fameux 6 janvier. Et là où je suis très étonné, très surpris, c'est de lire et d'entendre parfois des Français partager le même sentiment que les Américains, que c'était un coup d'État. Donc, ok, ça veut dire quoi? La prochaine fois qu'il y a une insurrection, ça sera des insurgés en tongs? Que la prochaine fois qu'il y aura une guerre civile, ça sera avec un tutu, avec une plume dans le cul? Non mais attendez, à un moment donné, il faut être sérieux. Vous n'allez pas considérer ces énergumènes, certes, qui ont été énervés, qui ont été galvanisés, qui ont été manipulés pour aller dans le Capitole, comme étant déjà des gens qui étaient là pour faire un coup d'État. Soyons lucides. D'autant plus que c'est la majorité des gens qui ont une telle inconscience, et en plus de ça, ceux qui étaient à l'intérieur du Capitole, en grande majorité, c'était des grands gamins. C'était des grands adolescents. Il suffit de voir les vidéos qui ont circulé, pas chez PFM, hein, évidemment, pour se rendre compte que c'était des guignols. C'était des grands adolescents qui étaient tout contents d'avoir réussi à pénétrer, ou qui ont été aidés aussi à pénétrer le Capitole. Tellement infantiles que lorsqu'ils ont voulu pénétrer une zone sécurisée, eh ben, il y en a une qui a voulu péter, ils ont pété la porte, il y en a une qui a voulu rentrer, mais qui était même plus consciente qu'en face, elle avait des gens qui étaient armés, et dont le boulot, c'est de sécuriser, de sanctuariser la zone, et qui étaient tout à fait à même et capables de tirer. Sauf que, alors, la jeune femme est morte, hein. Sauf qu'on a vu les vidéos de l'autre côté, et force est de constater que même de l'autre côté, les agents de sécurité avaient un comportement en panique absolue. Alors je ne sais pas, mais quand on est dans un parlement, quand on a des agents de sécurité, quand on a de la police, parce que le Capitole aux États-Unis a sa propre police, on essaie de choisir des gens qui ont du sang-froid, qui ont de la tenue, qui savent jauger la situation pour prendre à un moment donné les bonnes décisions. Or là, on avait des types qui étaient complètement affolés, complètement paniqués, et qui ont tiré. Alors ils ont tiré à juste titre, mais ils ont tiré d'une certaine manière où c'était eux. Enfin, la procédure, c'est, si la personne réussit à rentrer dans la zone, on la met en joue, on s'assure qu'elle n'est pas armée, on l'immobilise, on la maîtrise, on l'arrête. Or là, les mecs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand la nana a voulu rentrer, ils ont tiré dans le tas. Infantile. Donc, mais ça, quand vous faites une analyse structurelle, constructive sur les événements du 6 janvier, et quand vous comparez ça à la façon dont c'est présenté, aussi bien dans les médias américains que dans les médias français, et là vous vous rendez compte, mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on est? Donc ça veut dire que les médias en France, c'est pareil. Ils ont fait exactement la même chose avec les Gilets jaunes. Ils ont essayé de faire croire à l'inconscient collectif, à la masse, que dans les Gilets jaunes étaient muets d'idéologie d'extrême droite, racistes, antisémites, etc. Bon, sauf que ça n'a pas fonctionné, parce qu'il y a quand même pas mal de Français, grâce à des réseaux sociaux, grâce à des médias alternatifs, d'expliquer que non, on n'est pas... puis c'est pas ça qu'on veut, c'est ce qu'on veut défendre, c'est notre qualité de vie. C'est nos salaires, c'est nos revenus, c'est notre porte-monnaie, c'est la vie chère, c'est l'essence. Donc, mais évidemment, quand on commence à avoir des gens qui commencent à soulever des questions, à soulever des débats, et à mettre en évidence des faits, c'est-à-dire du factuel, pour bien démontrer que ce qu'ils disent, c'est la réalité, mais qui va en sens contraire de ce que l'autorité, de ce que les politiciens, de ce que des mouvances, des mouvements, des associations, des idéologues ont installé comme acquis dans l'inconscient collectif de la société, ça donne toute la foire qu'on voit depuis maintenant quelques années.
Et que petit à petit, il y a 10 ans, lorsqu'on disait que les médias étaient des médias propagandistes et qu'on disait « mais non, mais vous vous rendez compte, vous dites que des conneries, vous savez pas ce que c'est que la dictature, vous savez pas ce que c'est que la propagande, arrêtez de dire des... » Tout d'un coup, progressivement, on commence à se rendre compte que finalement, ouais, les outils que l'on montrait du doigt il y a 30 ou 40 ans du Parti communiste soviétique, eh bien, sont exactement les mêmes qui sont aujourd'hui utilisés pour essayer de dissuader, convaincre, démentir certaines réalités. Donc du coup, j'ai envie de dire que il y a encore des gens qui ont besoin de se réveiller. Il y a encore des gens qui ont besoin d'être en face des réalités pour réagir de façon un petit peu plus mature, un peu plus réaliste. Et je terminerai sur ce point en disant que des gens extrémistes, tarés, mais vous en trouverez toujours. Mais après, il faut les remettre en proportion. Donc en effet, là on est en pleine campagne présidentielle. Donc l'intérêt de l'idéologie dominante, c'est de prendre des exemples minoritaires, voire même extrêmement minoritaires, de mettre les projecteurs dessus en disant « oh, regardez, l'extrême droite, l'extrême droite, c'est des gens fanatiques, c'est des gens idiots, c'est des gens stupides, c'est des gens dangereux, qui sont prêts à faire des attentats, qui sont toujours prêts à faire des attentats d'ailleurs. » Sauf ce qui est marrant, c'est que même ceux qui réussissent à faire des attentats, ils font des attentats qui ressemblent à rien d'autre, qui ressemblent à rien. Par contre, en revanche, les attentats au nom de l'islam, etc. Certains islam, attention, ne mélangeons pas les torchons et les serviettes. Là, on n'en parle pas. L'affaire Paty, par exemple. On n'a pas fini d'entendre parler de l'affaire Paty, parce que, encore une fois, on a des gens qui continuent à essayer de minimiser le problème de l'affaire Paty. Essayant d'isoler le cas. Essayant de minimiser le cas. Ouais, bon, c'est un prof d'histoire, il a sorti des caricatures, ça n'a pas plu aux gamins, les gamins se sont plaints, et puis il y en a un taré qui a commencé à promulguer une fatwa sur le prof, et puis il y a un Tchétchène qui est passé par là et qui se disait « ah tiens, hop, je vais le décapiter ». Sauf que le problème, c'est que c'est une démonstration qui a un problème de compatibilité culturelle. Sauf ça, il faut l'effacer. Revenons maintenant sur l'évolution de la campagne, et plus particulièrement le cas Zemmour. Nous avons Le Monde qui nous a fait un super article. Et dans ce super article, ils nous disent « 2 jours plus tard, le 31 octobre, un nouveau pas symbolique est franchi. Le directeur général de CNews, Serge Nedjar, valide la présence de Renaud Camus sur la chaîne malgré le vif débat interne, reconnaît l'éditorialiste Yvan Rioufol à l'origine de l'invitation dans son rendez-vous hebdomadaire sur CNews. Les points sur les i. La seule ligne éditoriale que je respecte, c'est celle du patron, dit souvent Nedjar, surnommé sous cape le général Tapioca. Le cru dictateur de Tintin. Référence. Au sein de la rédaction, le promoteur du grand remplacement déroule donc 50 minutes durant et avec l'approbation de Rioufol, cette théorie raciste et complotiste qui a notamment inspiré en 2019 le terrorisme responsable de l'attentat qui a fait 51 morts et 49 blessés à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Alors en effet, Albert Camus est sulfureux. Il est désigné comme étant le promoteur, l'investigateur de cette théorie du grand remplacement. Alors je ne vais pas revenir sur cette théorie du grand remplacement. Pourquoi ? Parce que s'il y a un certain nombre d'éléments théoriques qui en effet se défendent, le problème c'est qu'on s'en sert pour faire de l'idéologie. Et donc, l'OPA sur la présidentielle à 5 mois du scrutin, Vincent Bolloré mobilise son empire médiatique, CNews, Europe 1, JDD, Paris Match et Hachette pour peser sur la campagne. Le milliardaire Éric Zemmour se téléphone tous les jours. C'est ce que dit Le Monde. Alors,
comme je vous l'ai dit déjà précédemment dans mes vidéos, ce qui sera significatif, c'est de savoir, au moment où il va se prononcer, alors on est quand même passé le cap de mi-novembre, et de savoir qui va être derrière Zemmour. Or, nous avons le petit Macron qui a rencontré le fils Soros. Est-ce que Macron ne se serait pas fait signaler au final qu'il est bien un président jetable et que une candidature à sa propre succession serait torpillée par défaut? Donc, ce qui veut dire que les nouveaux chevaux seraient soit Zemmour ou Le Pen. Et qui plus est, si Macron réussit à avoir derrière lui Soros, eh bien je vous laisse imaginer que la campagne présidentielle, ça va même pas être un lavage de linge sale en famille, ça va être de la balance de merde de tous les côtés. Ils vont tous balancer des affaires, des compromissions, des corruptions, sur tous, les uns sur les autres. Et ça va être vraiment la campagne la plus violente, la plus brutale, la plus nauséabonde que jamais la France, j'aurais envie de dire la Ve République, mais quasiment toutes les républiques, n'aura jamais connue. Alors, on va suivre évidemment les événements. Mais le fait est, c'est comme je vous l'ai dit, quand on entend les discours, on a eu un débat récemment chez les Républicains, consensuel, complaisant. J'avais répondu d'ailleurs à un tweet en disant « Mais de toute façon, ne cherchez pas la primaire, c'est Barnier. C'est Barnier qui est l'élu, c'est Barnier qui est désigné, donc tout le reste, ce n'est que du show. » Du show à l'américaine, exactement comme en 2016, quand les démocrates, de toute façon, avaient désigné par défaut Hillary Clinton, mais pour conserver le semblant de démocratie, de participation du peuple au choix du candidat, eh bien on fait toute une foire, ce qu'on appelle la primaire. Donc, peut-être que je me trompe, peut-être que Pécresse serait éventuellement aussi une option, mais à mon sens aujourd'hui, je pense que celui qui est le plus à même d'aller à la présidentielle au nom des Républicains, c'est Barnier. Je rappelle, Barnier, c'est quand même un ex-fonctionnaire de l'Union européenne. Entre autres fonctions qu'il a occupées politiquement en France. Pour ce qui concerne les socialistes, je ne vais pas y revenir, je pense qu'on est tous d'accord, les socialistes sont en train de se mettre la corde au cou, et en avril 2022, ils vont se pendre purement et simplement. En ce qui concerne les écologistes, je pense que tous ceux qui espéraient encore quelque chose, des EELV, aujourd'hui, il y en a quand même pas mal qui se rendent compte qu'ils vivent sur notre planète. Mélenchon, alors les propos qu'il tient en ce moment, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui lui prend ? Il est à côté de la plaque, lui. Donc, est-ce qu'en effet, il va jouer la carte du challenger, mais qui en réalité est en train de se mettre le pied dans le trou et risque au premier tour de faire un score encore plus minable que celui qu'il avait fait en 2017. Je m'avance peut-être un peu. Qu'est-ce qui va pouvoir se passer d'ici là ? On n'en sait rien. Mais sincèrement, ce que Mélenchon propose, il racle les fonds de tiroir, tout simplement. C'est-à-dire qu'il va chercher l'électorat des minorités. Il va chercher l'électorat chez les émigrés, chez les enfants d'émigrés, chez les musulmans, chez les LGBT, chez les écologistes. Il va piquer un peu les écologistes avec ces histoires de nucléaire, évidemment, normal. Et puis, il reste Marine Le Pen. Alors là, très sincèrement, aujourd'hui, je ne sais pas quoi penser de Marine Le Pen. Ses positions sont complètement contradictoires de ce que la position devait être chez le Rassemblement national. Mais encore une fois, est-ce qu'elle n'est pas en train de jouer un double jeu, c'est-à-dire de mettre les cartes de son côté pour éviter les obstacles qu'on pourrait mettre sur sa route si elle
proposait ou si elle mettait en avant des propositions comme la sortie de l'Union européenne, le retour à la souveraineté, le retour à une monnaie nationale, limiter l'émigration, remettre des frontières, etc., etc. Peut-être c'est ce qu'elle a en tête, mais elle le sait très bien que, et comme d'ailleurs, c'est pas Éric Zemmour, mais je pense que peut-être Zemmour aussi, ils savent que ce sont des sujets tellement sensibles que si jamais ils prennent position à contrarie de l'idéologie dominante, ils vont se prendre des cartouches. Et on va leur tirer dessus à balles réelles. On va les mettre en peloton d'exécution. Donc, ils font, je pense, profil bas sur ces sujets pour ne pas s'attirer les foudres et se donner toutes les chances de pouvoir progresser, voire peut-être de se trouver au second tour. Donc, voilà, je suis très ambigu, très incertain sur les intentions de Marine Le Pen. Et Éric Zemmour. Zemmour, je vous l'ai dit, pour moi Zemmour c'est le Macron 2.0, mais en antagonisme. C'est-à-dire, c'est complètement l'opposé du petit banquier soft power, aux ambitions de patron de la multinationale Europe. C'est le mec par qui on va mettre le chaos. Le chaos en France, alors en effet, il va peut-être raffermir, redurcir un certain nombre de sujets sociétaux au niveau du pays, mais force est de constater que si Zemmour est élu, vous comprendrez bien que va se mettre en tranchée tous les mouvements de gauche radicale, et ça va être du terrorisme, clairement et simplement, financé pas derrière avec évidemment le Soros, par exemple. Parce que je pense que si jamais Soros se met derrière Macron et perd l'élection, Soros va arroser à coups de milliards d'euros toutes les associations, mouvements, etc., comme il a fait aux États-Unis avec les mouvements LGBT, les mouvements BLM, etc. Donc, ne soyons pas naïfs. Donc, c'est pour ça que je dis Zemmour, c'est le chaos. Alors, attention, est-ce que ça peut être le chaos pour un autre chaos? Est-ce que ça peut être le chaos pour sortir par la suite la tête de l'eau, pour retrouver quelque chose de plus cohérent par rapport à ce que la France a toujours été, ou est censée être? Là, j'en sais rien. Mais le fait est, c'est que le danger avec Zemmour, c'est que l'instauration d'un chaos, ça donnera l'opportunité, la possibilité à son administration, à son gouvernement, d'en venir à des outils législatifs, c'est-à-dire de légitimer, de légiférer sur l'abrogation temporaire d'un certain nombre de droits fondamentaux et de libertés fondamentales de la Constitution des citoyens français, pour la notion de réinstaller et de combattre l'insécurité, la violence, la barbarie et le terrorisme. Et force est d'admettre que dans ce genre de procédé, forcément, il y aura des dommages collatéraux énormes, c'est-à-dire des gens innocents qui, parce qu'ils font partie d'une communauté, d'une minorité concernée par le problème, ils vont s'en prendre plein la gueule. Ça rejoint ce que je disais un petit peu, le problème du bénéfice-risque. C'est-à-dire que pour accéder à un bénéfice, on va accepter un risque. Le risque de l'injustice, le risque de l'amalgame, le risque de la généralité, de la généralisation. C'est-à-dire qu'on ne fera pas de cas par cas. C'est-à-dire que si jamais vous appelez Rachid Benzaou, qui pourtant vous êtes français de 2e ou 3e génération, que vous êtes diplômé d'HEC ou Bac plus 15, et que vous êtes patron d'entreprise, etc., et que vous avez un comportement qui n'est pas du tout religieux, au contraire, vous êtes plutôt laïque, vous êtes plutôt modéré, vous êtes considéré comme athée, même si vous êtes musulman, mais athée, et que même au sein de votre communauté, vous êtes confronté aussi à des problèmes parce que justement vous revendiquez votre athéisme par rapport à la religion musulmane, vous allez prendre le risque d'être amalgamé comme étant un musulman, islamique, terroriste, ennemi de la France. Malheureusement. Ça fait partie de la nature humaine, je suis désolé de le dire.
Si on est un tant soit peu cultivé, si on est un tant soit peu modéré, si on est un tant soit peu logique, etc., en effet, on ne fera pas l'amalgame. Au contraire, peut-être qu'on aidera à protéger ceux qui méritent d'être protégés parce qu'ils n'ont rien à voir avec toute la fausse merde qu'il y a dans leur communauté. Mais malheureusement, ça ne sera pas le cas de tout le monde. Si aujourd'hui il y a encore du racisme par définition, de l'antisémitisme, de l'homophobie, etc., c'est que derrière il y a bien un problème culturel. Culturel dans le sens éducation. Ça, c'est intrinsèque à toutes les sociétés. Le problème d'éducation, le problème de transmission de certaines valeurs intrinsèques à certains niveaux sociaux ou à certains environnements ou à certaines catégories de population, voire même de communautarisme aussi. Puisque, qu'on soit clair, dans la communauté musulmane, il y a des gens qui militent pour un antisémitisme séculaire, historique. Comme d'ailleurs tous ceux qui militent sur le fait que si t'es musulman, c'est bien, si t'es pas musulman, tu es un hérétique, donc forcément, tu es à combattre, tu es à éliminer. Ça aussi, ça fait partie du débat. Après, il y en a qui jonglent sur, oui, mais c'est une extrême minorité. Oui, enfin, c'est pas une minorité, parce que pour la minorité révélée, assumée, il y en a peut-être 2, 3, 4, 10 fois plus qui le pensent, mais qui ne le disent pas, parce qu'ils savent que s'ils le disent, etc., ils risquent de s'exposer à l'opprobre du peuple. Donc, voilà, on est aujourd'hui confronté à une situation où la simplicité et la généralisation est sans doute, à mon sens, le plus grand danger pour l'avenir de la démocratie d'une manière générale. Même si, moi-même, je dis que la République est morte. Je dis que la République est morte dans ce sens où, de toute façon, il faut que le peuple reprenne le pouvoir pour se remettre des leviers qu'ils ont perdus au fil des décennies. Remettre de l'assainissement dans la politique et surtout assainir, épurer, purger l'administration publique. Parce qu'elle aussi, aujourd'hui, elle a des gens qui sont en collusion avec des idéologies européistes et donc de destruction de l'État-nation, de la destruction de la France en tant qu'institution, en tant que république, en tant que pays souverain. Donc à partir de là, ça rejoint ce que je disais finalement au début, c'est-à-dire la capacité des gens, à un moment donné, à se prendre par la main et aller au turbin, aller au charbon, et pas se contenter juste de gueuler dans son coin et d'attendre que ce soit les autres qui bougent à leur place, et qui après derrière ont tiré évidemment le bénéfice. Parce que ça aussi, avec la libération française du joug de l'occupation allemande, on en a vu, on en a eu des gens dont on savait qu'ils étaient plutôt consensuels, complaisants, alors pour différentes raisons, par manque de courage ou par responsabilité d'assurer la protection et la sécurité de leur famille, etc. Je veux dire, tous les comportements ont une certaine légitimité, mais amenant à un moment donné, selon la position, suivant l'endroit, etc., une certaine duplicité, une certaine complicité. C'est-à-dire que si certains Français n'ont été que témoins, certains ont été acteurs. Alors quand on est témoin, on n'est pas à blâmer, puisque ne pas avoir de courage n'est pas à blâmer, surtout quand on a une famille, quand on a des enfants, ou quand on n'a pas forcément le caractère ou la personnalité pour aller jouer les héros. Je veux dire, ça là-dessus, on est d'accord qu'on ne va pas blâmer. Mais en revanche, les gens qui ont été acteurs, eux, ont une prise de conscience à avoir. Eh bien aujourd'hui, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a certaines limites que des gens dépassent dans leurs propos, dans leur façon de dire, de faire les choses, de les penser. Alors qu'en réalité, le jour où ils vont se retrouver en face d'une réalité, en face du fait, en face d'une obligation, d'une interaction personnelle, et bien c'est là qu'on se rend compte que tout d'un coup, il y a des gens qui font machine arrière, qui retournent leur veste, ou qui n'ont pas le courage d'assumer leur position. Et ça, malheureusement,
le jour où vous allez avoir quelque chose qui va déraper en France, le jour où vous allez avoir peut-être une insurrection, une résistance, une révolution, etc., eh bien, je pense que tous les Français, à un moment donné, seront confrontés à ce choix. Ce choix, peut-être d'être témoin, mais de ne pas en penser moins, ou d'être acteur. Mais attention, d'être acteur d'un côté ou de l'autre. La notion de choix. Or, nous le savons, aujourd'hui, la société française est en grande partie américanisée, hypersensibilisée, individualisée, voire même déculturée. Eh bien, malheureusement, dans ces populations-là, c'est là qu'on risque de voir un grand maximum de gens qui vont être à côté de la plaque, qui vont plus savoir, qui vont être paumés, qui vont être perdus, qui vont chialer dans leur coin parce que tout d'un coup ils vont se rendre compte que ça fait depuis des années qu'ils sont dans des idéologies qui en réalité les a complaisamment facilités à croire qu'ils avaient raison alors qu'en réalité ils avaient tort. Et c'est toujours ça le problème, c'est à un moment donné quand on se rend compte, quand on a là tout d'un coup un moment de clairvoyance, un moment de lucidité, de se rendre compte que depuis tout ce temps on n'était pas du bon côté de la barrière. Il y en a qui savent faire du mea culpa, il y en a qui savent s'excuser, il y en a qui savent se faire pardonner. Il y en a d'autres, c'est plus compliqué. Et c'est cela qu'un jour ou l'autre, il faudra identifier. Pour savoir si, en effet, comme l'un d'entre vous me l'a dit, en effet, pendant l'occupation, il y a eu des gens qui ont fait de la collaboration, mais la collaboration leur permettait de cacher leurs actions de résistance. Oui, en effet. Sauf que en règle générale, quand on est dans une action de résistance, on fait partie ou on a un lien avec un réseau. Donc on est identifiable. On est identifié. Malheureusement, il y a eu des gens qui ont été arrêtés, qui ont été tués, alors qu'en réalité, on s'est rendu compte beaucoup plus tard que c'était des gens qui, en effet, en apparence, semblaient être des collabos, alors qu'en réalité, c'est des gens qui avaient sauvé des résistants, qui avaient aidé des résistants, voire même sauvé des juifs. Mais là encore, malheureusement, les sociétés ne sont pas parfaites. Les individus ne sont pas parfaits. Surtout en plus quand il y a des effets ou des phénomènes de masse. Des phénomènes de masse qu'on peut manipuler, qu'on peut orienter, qu'on peut diriger. Donc vous voyez, les choses ne sont pas si simples. Et aujourd'hui, quand vous avez en plus tous les outils de communication, que ce soit l'Internet, les médias, et que dans ces sphères, dans ces univers, vous avez des guerres fratricides de positionnement, d'idéologie, d'information, de vérité ou de mensonge, eh bien, il n'y a que vous et vous seul, par vos connaissances, par votre capacité à être curieux, à essayer de trouver des réponses à des questions, ou essayer de trouver des éléments et comparer ces éléments, pour faire une analyse constructive, et essayer de trouver la réponse la plus juste, la plus logique, celle muée d'un bon sens, pour ensuite savoir qui ment, qui dit la vérité, qui envenime, qui manipule, qui déstructure, déconstruit, de celui qui construit une logique, qui construit un argumentaire, qui construit une idéologie à bon escient, en compatibilité avec la réalité, ou au contraire en compatibilité avec la volonté dominante de vouloir nous asservir. Parce que l'on soit clair, vous avez beau analyser tout ce qui peut se passer aujourd'hui, que ce soit sur le plan social, économique, politique et sanitaire, force est de constater que tôt ou tard, on trouve toujours un lien de cause à effet pour l'asservissement du peuple. Et l'asservissement donc de l'individu. C'est-à-dire laisser l'individu dans la croyance qu'il vit toujours dans une démocratie, alors qu'en réalité, par manque de courage, par manque de lucidité, par complaisance ou par facilité, accepte et consent à se voir supprimé, à se voir, pas forcément, oui, individuellement, accepter des règles du jeu qui sont en toute logique, quand on est démocrate, quand on est droit de l'homiste, qui sont inacceptables. Donc les acceptons pour nous parce que nous ne sommes pas directement touchés,
Mais en revanche, nous avons la responsabilité de prendre conscience que votre voisin, votre père, votre mère, votre cousin, votre oncle, votre fils, votre fille, votre petite-fille, votre petit-fils, lui va être concerné par cette obstruction, par cette occultation d'une liberté, par cette destruction de ce droit fondamental en France que la Constitution octroie à tout citoyen français, de faire de lui ou d'elle un citoyen de seconde zone. Alors en effet, vous dites, oui, mais moi dans ma position, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je peux rien faire. Ben oui, vous pouvez rien faire. Mais au moins vous pouvez assurer à celui qui est victime votre compassion, votre compréhension. Au moins, c'est la première chose, et au moins c'est le minimum qu'on puisse faire. Soutenir, compatir. Et je peux vous dire que si vous faites ça, vous aurez au moins le mérite d'avoir fait une bonne action morale envers des gens qui, envers des gens qui sont directement concernés, directement victimes aujourd'hui de cette folie de restriction, de cette folie dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et advienne que pourra en règle générale, mais ne soyons pas naïfs. Il y a derrière la situation sanitaire internationale d'autres éléments, d'autres événements tout aussi dramatiques, tout aussi inquiétants, qui ne nous donnent pas l'impression que les choses vont aller mieux. Au contraire, elles vont empirer. Donc autant s'y adapter, autant s'y préparer ensemble. Et d'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, qu'on espère peut-être un jour, peut-être plus optimiste, mais cet optimisme, nous ne pouvons le trouver que sur l'assurance que nous pouvons nous assurer pour nous et nos proches, au moins la sécurité, la tranquillité et la prévoyance. Eh bien que puis-je vous souhaiter d'autres de bien vous porter et qu'on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.